Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter le troisième et dernier épisode du conte Le roi Zin el-Azman avec le roi des génies. Allons-y, c'est parti. On a vu que Moubarek et le roi Zin sont allés chercher la 9e statue chez le roi des génies. Alors Moubarek, après avoir instruit de la sorte le prince Zin, commença de faire des conjurations. Aussitôt, leurs yeux furent frappés d'un long éclair qui fut suivi d'un coup de tonnerre. Toute l'île se couvrit d'épaisses ténèbres. Il s'éleva un vent furieux. L'on entendit ensuite un cri épouvantable. La terre fut ébranlée et l'on sentit un tremblement pareil à celui d'Asrafil doit causer le jour du jugement. Zin sentit quelques émotions et commençait à tirer de ce bruit un fort mauvais présage, lorsque Moubarek, qui savait mieux que lui ce qu'il fallait penser, se prit à sourire et lui dit « Rassurez-vous, mon prince, tout va bien. » En effet, dans le moment, le roi des génies se fit voir sous la forme d'un bel homme. Il ne laissait pas toutefois d'avoir dans son air quelque chose de farouche. D'abord que le prince Zin l'aperçut, il lui fit le compliment que Moubarek lui avait dicté. Le roi des génies en sourit et répondit « Oh mon fils, j'aimais ton père, et toutes les fois qu'il venait me rendre ses respects, je lui faisais présent d'une statue qu'il emportait. Je n'ai pas moins d'amitié pour toi. J'obligerai ton père, quelques jours devant sa mort, à écrire ce que tu as vu, ce que tu as lu sur la pièce de satin blanc. Je lui promis de te prendre sous ma protection et de te donner la 9e statue qui surpasse en beauté celle que tu as. J'ai commencé à lui tenir parole. C'est moi que tu as vu en songe sous la forme d'un vieillard. Je t'ai fait découvrir le souterrain où sont les urnes et les statues. J'ai beaucoup de part à tout ce qui t'est arrivé, ou plutôt, j'en suis la cause. Je sais ce qui t'a fait venir ici. Tu obtiendras ce que tu désires. Quand je n'aurai pas promis à ton père de te le donner, je te l'accorderai volontiers, mais il faut auparavant que tu me jures par tout ce qui rend un serment inviolable, que tu reviendras dans cette île, et que tu m'amèneras une fille qui sera dans sa 15e année, qui n'aura jamais connu d'homme, ni souhaité d'en connaître. Il faut de plus que sa beauté soit parfaite, et que tu sois si bien maître de toi, que tu ne formes même aucun désir de la posséder en la conduisant ici. Zin fit le serment téméraire qu'on exigeait de lui. Mais Seigneur, dit-il ensuite, je suppose que je sois assez heureux pour rencontrer une fille telle que vous la demandez. Comment pourrais-je savoir que je l'aurai trouvée? J'avoue, répondit le roi des génies, en souriant, que tu t'y pourrais tromper à la mine. Cette connaissance passe les enfants d'Adam. Aussi n'ai-je pas le dessein de m'en rapporter à toi là-dessus. Je te donnerai un miroir qui sera plus sûr que tes conjures. Dès que tu auras vu une fille de 15 ans, parfaitement belle, tu n'auras qu'à regarder dans ton miroir. Tu y verras l'image de cette fille. La glace se conservera pure et nette si la fille est chaste. Et si au contraire la glace se ternit, ce sera une marque assurée que la fille n'aura pas toujours été sage, ou du moins
qu'elle aura souhaité de cesser de l'être. N'oublie donc pas le serment que tu m'as fait, garde-le en homme d'honneur, autrement je t'ôterai la vie. Quelque amitié que je sente pour moi, le prince Zine el-Azman protesta de nouveau qu'il tiendrait exactement sa parole. Alors le roi des génies lui mit entre les mains un miroir en disant: Oh mon fils, tu peux t'en retourner quand tu voudras. Voilà le miroir dont tu dois te servir. Zine et Moubarek prirent congé du roi des génies et marchèrent vers le lac. Le batelier à tête d'éléphant vint à eux avec sa barque et les repassa de la même manière qu'il les avait passés. Ils rejoignirent les personnes de leur suite avec lesquelles ils retournèrent au Caire. Le prince Al-Azman se reposa quelques jours chez Moubarak. Ensuite, il lui dit: Partons pour Bagdad, allons-y chercher une fille pour le roi des génies. Et nous sommes-nous au Grand Caire? Répondit Moubarak. N'y trouverons-nous pas bien de belles filles? Vous avez raison, reprit le prince. Mais comment ferons-nous pour découvrir les endroits où elles sont? Ne vous mettez pas en peine de cela, Seigneur, répliqua Moubarak. Je connais une vieille femme fort adroite. Je la veux chargée de cet emploi. Elle s'en acquittera fort bien. Effectivement, la vieille eut l'adresse de faire voir au prince un grand nombre de très belles filles de 15 ans, mais lorsque, après les avoir regardées, il venait à consulter son miroir, la fatale pierre de touche de leur vertu, la glace se ternissait toujours. Toutes les filles de la cour et de la ville, qui se trouvèrent dans leur quinzaine d'années, subirent l'examen l'une après l'autre, et jamais la glace ne se conserva pure et nette. Quand ils virent qu'ils ne pouvaient rencontrer des filles chastes au Caire, ils allèrent à Bagdad. Ils louèrent un palais magnifiquement dans un des plus beaux quartiers de la ville. Ils commencèrent à faire bonne chère. Ils tenaient table ouverte, et après que tout le monde avait mangé dans le palais, on portait le reste aux derviches qui par là subissèrent commodément. Or, il y avait dans le quartier un imam appelé Boubkel, muezzin. C'était un homme vain, fier et envieux. Il haïssait les gens riches seulement parce qu'il était pauvre. Sa misère l'aigrissait contre la prospérité de son prochain. Il entendit parler de Zine el-Azman et de l'abondance qui régnait chez lui. Il ne lui en fallut pas davantage pour prendre ce prince en aversion. Il poussa même la chose si loin qu'un jour, dans la mosquée, il dit au peuple, après la prière du soir: Oh mes frères, j'ai ouï dire qu'il était venu loger dans notre quartier un étranger qui dépense tous les jours des sommes immenses. Que sait-on? C'est inconnu et peut-être un scélérat qui aura volé dans son pays des biens considérables, et il vient dans cette grande ville se donner du bon temps. Prenons-y garde, mes frères. Si le calife apprend qu'il y a un homme de cette sorte dans notre quartier, il est à craindre qu'il ne nous punisse de l'en avoir pas averti. Pour moi, je vous déclare que je m'en lave les mains, et que s'il en arrive quelques accidents, ce ne sera pas ma faute. Le peuple, qui se laisse aisément persuader, cria tout d'une voix à Bouquet: C'est votre affaire, docteur. Faites savoir cela au conseil. Alors, l'imam, satisfait, se retira chez lui et se mit à composer un mémoire, résolu de le présenter le lendemain au calife. Mais Moubarak,
qui avait été à la prière et qui avait entendu comme les autres le discours du docteur, mit 500 sequins d'or dans un mouchoir, fit un paquet de plusieurs étoffes de soie et s'en alla chez Bouker. Le docteur lui demanda d'un ton brusque ce qu'il souhaitait. Oh, docteur, lui répondit Moubarak d'un air doux, en lui mettant entre les mains l'or et les étoffes. Je suis votre voisin et votre serviteur. Je viens de la part du prince Zin, qui demeure dans ce quartier. Il a entendu parler de votre mérite, et il m'a chargé de venir vous dire qu'il souhaitait de faire connaissance avec vous. En attendant, il vous prie de recevoir ce petit présent. Qu'elle fut transportée de joie et répondit à Moubarak, de grâce, Seigneur, demandez bien pardon au prince pour moi. Je suis honteux de ne l'avoir point encore été vu. Mais je réparerai ma faute et dès demain j'irai lui rendre mes devoirs. En effet, le jour suivant, après la prière du matin, il dit au peuple, sachez mes frères, qu'il n'y a personne qui n'ait ses ennemis. L'envie attaque principalement ceux qui ont de grands biens. L'étranger dont je vous parlais hier au soir n'est point un méchant homme, comme quelques gens mal intentionnés me l'ont voulu faire croire. C'est un jeune prince qui a 1000 vertus. Gardons-nous bien d'en aller faire quelque mauvais rapport au calife. Bouquel, par ce discours, ayant effacé de l'esprit du peuple l'opinion qu'il avait donnée de Zine le soir précédent, s'en retourna chez lui. Il prit ses habits de cérémonie, alla voir le prince, qui le reçut très agréablement. Après plusieurs compliments de part et d'autre, Bouquel dit au prince, « Seigneur, vous proposez-vous d'être longtemps à Bardette ?» J'y demeurerai, lui répondit Zen, jusqu'à ce que j'aie trouvé une fille qui soit dans sa 15e année, qui soit parfaitement belle et si chaste qu'elle n'ait jamais connu l'homme, ni souhaité d'en connaître. Vous cherchez une chose assez rare, répliqua l'imam, et je craindrais fort que votre recherche ne fût inutile. Si je ne savais pas où il y a une fille de ce caractère. Son père a été vizir autrefois, mais il a quitté la cour, et il vit depuis longtemps dans une maison écartée, où il se donne tout entier à l'éducation de sa fille. Je vais, Seigneur, si vous le voulez, la lui demander pour vous. Je ne doute pas qu'il ne soit ravi d'avoir un gendre de votre naissance. N'allons pas si vite, repartit le prince. Je n'épouserai point cette fille que je ne sache auparavant si elle me convient. Pour sa beauté, je puis m'en fier à vous, mais à l'égard de sa vertu, quelle assurance m'en pouvez-vous donner? Et quelle assurance en voulez-vous avoir? Dit Bouquet. Il faut que je la voie en face, répondit Zine. Je n'en veux pas davantage pour me déterminer. Vous connaissez donc bien en physionomie, reprit l'imam en souriant. Eh bien, venez avec moi chez son père. Je le prierai de vous la laisser voir un moment en sa présence. Musin conduisit le prince chez le vizir, qui ne fut pas plus tôt instruit de la naissance et du dessein de Zine, qu'il fit venir sa fille et lui ordonna de quitter son voile. Jamais une beauté si parfaite et si piquante ne s'était présentée aux yeux du jeune roi de Bassora. Il en demeura surpris. Dès qu'il put éprouver si cette fille était aussi chaste que belle, il tira son miroir et la glace se conserva pure et nette. Quand il vit qu'il avait enfin trouvé une jeune fille telle qu'il la souhaitait, il pria le vizir de la lui accorder. Aussitôt, on envoya chercher le cadi qui vint.
On fit le contrat et la prière du mariage. Après cette cérémonie, Zine mena le vizir en sa maison où il le régala magnifiquement et lui fit des présents considérables. Ensuite, il envoya une infinité de joyaux à la mariée par Mobarak, qui la lui amena chez lui, où les noces furent célébrées avec toute la pompe qui convenait au rang de Zine. Quand tout le monde se fut retiré, Moubarak dit à son maître, pardon, allons Seigneur, ne demeurons pas plus longtemps à Barded, reprenons le chemin du Caire. Souvenez-vous de la promesse que vous avez faite au roi des génies. Partons, répondit le prince, il faut que je m'en acquitte avec fidélité. Je vous avouerai pourtant, mon cher Moubarak, que si j'obéis au roi des génies, ce n'est pas sans violence. La personne que je viens d'épouser est charmante, et je suis tenté de l'emmener à Bassora pour la placer sur le trône. Ah, Seigneur, répliqua Moubarak, gardez-vous bien de céder à votre envie. Rendez-vous maître de vos passions, et quelque chose qu'il vous en puisse coûter, tenez parole au roi des génies. Eh bien, Moubarak, dit le prince, ayez donc soin de me cacher cette aimable fille, que jamais elle ne s'offre à mes yeux. Peut-être même ne l'ai-je que trop vue. Moubarak fit faire les préparatifs du départ. Ils retournèrent au Caire et de là prirent la route de l'île du roi des génies. Lorsqu'ils y furent, la fille qui avait fait le voyage en litière et que le prince n'avait point vue depuis le jour des noces, dit à Moubarak, en quelques lieues sommes-nous? Serons-nous bientôt dans les états du prince, mon mari? Madame, répondit Moubarak, il est temps de vous détromper. Le prince Zine ne vous a épousé que pour vous tirer du sein de votre père. Ce n'est point pour nous rendre souveraines de Bassora, pour vous rendre souveraine de Bassora, qu'il vous a donné sa foi. C'est pour vous livrer au roi des génies, qui lui a demandé une fille de votre caractère. À ces mots, elle se mit à pleurer amèrement, ce qui attendrit fort le prince et Moubarak. Ayez pitié de moi, leur disait-elle. Je suis une étrangère. Vous répondrez devant Dieu de la trahison que vous m'avez faite. Ses larmes et ses plaintes furent inutiles. On la présenta au roi des génies, qui, après l'avoir regardée avec attention, dit à Zine, Prince, je suis content de vous. La fille que vous m'avez amenée est charmante et chaste, et l'effort que vous avez fait pour me tenir parole m'est agréable. Retournez dans vos états, et quand vous entrerez dans la chambre souterraine où sont les 8 statues, vous y trouverez la 9e que je vous ai promise. Je vais les faire transporter par mes génies. Zine remercia le roi et reprit la route du Caire avec Moubarak, mais il ne demeura pas longtemps dans cette ville. L'impatience de recevoir la 9e statue lui fit précipiter son départ. Cependant, il ne laissait pas de penser souvent à la fille qu'il avait épousée, et se reprochant la tromperie qu'il lui avait faite, il se regardait comme la cause et l'instrument de son malheur. Hélas, disait-il en lui-même, je l'ai enlevée aux tendresses de son père pour la sacrifier à un génie. Ô beauté sans pareille, vous méritiez un meilleur sort. Le prince Zine, occupé de ses pensées, arriva enfin à Bassora,
où ses sujets, charmés de son retour, firent de grandes réjouissances. Il alla d'abord rendre compte de son voyage à la reine-mère, sa mère, qui, qui fut ravie d'apprendre qu'il avait obtenu la 9e statue. Allons, mon fils, dit-elle, allons la voir, car elle est sans doute dans le souterrain, puisque le roi des génies vous a dit que vous l'y trouveriez. Le jeune roi et sa mère, tous deux pleins d'impatience de voir cette statue merveilleuse, descendirent dans le souterrain et entrèrent dans la chambre des statues. Mais quelle fut leur surprise lorsque, au lieu d'une statue de diamant, ils aperçurent sur le 9e piédestal une parfaite belle fille que le prince reconnut pour celle qu'il avait conduite dans l'île des génies. Prince, lui dit la jeune fille, vous êtes fort étonné de me voir ici. Vous vous attendriez à trouver quelque chose de plus précieux que moi, et je ne doute point en ce moment que vous ne vous repentiez d'avoir pris tant de peine. Vous vous proposiez une plus belle récompense. Non, madame, répondit Zine, le ciel m'est témoin que j'ai plus d'une fois pensé manquer de foi au roi des génies pour vous conserver à moi. De quelque prix que puisse être une statue de diamant, vaut-elle le plaisir de vous posséder? Je vous aime mieux que tous les diamants et toutes les richesses du monde. Dans le temps qu'il achevait de parler, on entendit un coup de tonnerre qui fit trembler le souterrain. La mère de Zine en fut épouvantée, mais le roi des génies, qui parut aussitôt, dissipa sa frayeur. Madame, lui dit-il, je protège et j'aime votre fils. J'ai voulu voir si, à son âge, il serait capable de dompter ses passions. Je sais bien que les charmes de cette jeune personne l'ont frappé et qu'il n'a pas tenu exactement la promesse qu'il m'avait faite de ne point souhaiter sa possession. Mais je connais trop la fragilité de la nature humaine pour m'en enfoncer, et je suis charmé de sa retenue. Voilà cette 9e statue que je lui ai dessinée. Elle est plus rare et plus précieuse que les autres. Vivez, Zine, poursuivit-il en s'adressant au prince, vivez heureux avec cette jeune dame, c'est votre épouse, et si vous voulez qu'elle vous garde une foi pure et constante, aimez-la toujours, mais aimez-la uniquement. Ne lui donnez point de rival, et je réponds de sa fidélité. Le roi des génies disparut à ces paroles, et Zine, enchantée de la jeune dame, consumma son mariage dès le jour même, la fit proclamer reine de Bassora, et ses deux époux, toujours fidèles, toujours amoureux, passèrent ensemble un grand nombre d'années. La sultane des Indes n'eut pas plus tôt fini l'histoire du prince Zine el-Azman qu'elle demanda la permission d'en commencer une autre, ce que Schahriar lui ayant accordé pour la prochaine nuit, parce que le jour allait bientôt paraître, cette princesse en fit le récit dans ces termes. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'elle terminait son récit et tenait toujours le roi en suspense pour reprendre son récit le lendemain. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Soyez heureux et passez une nuit paisible et agréable. À très bientôt.